Bonjour tout le monde. Pardon. Le collectif Juif décolonial Tzedek est beaucoup plus récent que l'UJFP. Ça remonte au printemps-été 2023, donc avant le 7 octobre en tout cas. Et ça s'est construit sur, pour être bref, je peux faire des longs tunnels sinon, mais je vais quand même essayer de me retenir. Ça s'est construit quand même sur un socle militant antisioniste qui avait permis de faire émerger en France l'UJFP. Ça c'est très important de le rappeler. On est très nombreux à en fait militer dans les deux organisations, on fait plein de choses ensemble, mais ça rassemble plus de jeunes militants qui avaient aussi envie de travailler la question de leurs identités juives colonisées par le sionisme et donc de s'émanciper de cette tutelle-là, même si évidemment le déclenchement de la guerre génocidaire contre Gaza nous pousse à faire autre chose que de nous regarder le nombril un peu. Voilà, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Un peu les questions qui ont été posées par le public. On remarque une confusion des termes au sein des questions du public. Est-ce qu'on peut apporter un peu plus de sens aux termes juifs antisionistes et juifs anti-israéliens? Alors, ça c'est une vaste question parce que quand on la prend frontalement, ça permet ensuite de dérouler beaucoup de choses. Et donc je me souviens même plus d'avoir parlé de cette bouillie mentale, mais maintenant ça me revient un petit peu. Et effectivement, si bouillie mentale il y a, c'est parce qu'on manque de rigueur sur beaucoup de termes qui sont utilisés un petit peu comme ça à l'emporte-pièce et qui permettent à nos adversaires politiques, à nous, le mouvement de la solidarité avec la Palestine, de nous disqualifier et de nous étiqueter précisément comme étant antisémites. Alors, à la question de savoir si on peut être juif et antisioniste, la réponse c'est évidemment. Et d'ailleurs, je vois ici qu'il y a le bouquin qui a été coordonné par mes trois camarades de l'Union juive française pour la paix, Michel Siboni, Béatrice Suarez et Sonia Feynman, qui retrace justement toute l'histoire de l'opposition juive au sionisme. Parce que les premiers antisionistes, c'était même pas les Palestiniens, avant même les Palestiniens, les premiers antisionistes, c'était les juifs eux-mêmes, pour toute une série de raisons. Pour des raisons religieuses, parce que selon la tradition juive, c'est péché que de précipiter la construction d'un État par la main des hommes en Eretz Israël, donc dans la terre symbolique de la Palestine historique, c'est péché. Mais aussi d'un point de vue politique, où on pensait que le sionisme, mine de rien, c'était un mouvement nationaliste bourgeois qui diluait la lutte des classes dans un compromis du coup nationaliste de façade entre les juifs exploiteurs de la bourgeoisie et les juifs exploités du prolétariat. Et en plus, évidemment, il y avait une opposition anticolonialiste, parce que vous savez très très bien que, contrairement au mantra du sionisme politique, la Palestine n'est pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc il y a toutes ces traditions souvent complémentaires, d'ailleurs, d'opposition juive au sionisme. Mais du coup, ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, sionisme, antisionisme, etc. Et donc de rebondir sur cette remarque de Gage, là, je crois que Pardon, je suis désolé. Voilà. Là, c'est un peu mieux comme ça? Ouais, désolé. Gage, donc dirigeant socialiste, pas tout à fait pour l'union avec la gauche de rupture, d'ailleurs, a déclaré récemment qu'on pouvait être sioniste et pro-palestinien. Alors c'est à la fois évidemment complètement faux, mais il y a un fond de vérité, mais tout dépend de ce qu'on entend par être pro-palestinien. Si être pro-palestinien, ça veut dire se satisfaire d'un peuple palestinien éclaté, c'est-à-dire éclaté entre la Cisjordanie, entre la diaspora, entre la bande de Gaza, entre Jérusalem-Est annexée, etc., on peut éventuellement être pro-palestinien. Si ça ne pose pas de problème que les Palestiniens n'aient pas les mêmes droits que nous, effectivement, juifs du monde, c'est pas problématique non plus, parce que moi, par exemple, à titre individuel, en une nuit, je peux obtenir la citoyenneté israélienne et donc me déplacer et m'installer où je veux entre le fleuve et la mer. Rima Hassan, elle, qui est une descendante de réfugiés palestiniens expulsés en 1948, ne le peut pas. Mais ça, Gage, je crois qu'il s'en moque. Gage serait pour une solution à
deux États en faisant fi de toute la colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, mais voilà, d'un micro-État palestinien, voilà, et ça, pour son compte. Donc si on méprise les Palestiniens, oui, c'est possible. Et si on est conséquent dans notre lutte pour l'égalité et pour la justice pour tous les peuples, c'est évidemment un oxymore en soi. Donc c'était évidemment une réponse un peu empreinte de provocation. Non, ce n'est pas possible d'être un égalitariste conséquent et d'être sioniste de gauche comme peut l'être Gage. Je pense que l'histoire ne bégaye jamais tout à fait. Je pense que toutes nos actions, et tu l'as très bien dit, Auria, tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des êtres sociaux, donc nous intériorisons, nous incorporons toute une série de visions du monde, etc., qui sont toutes historiquement situées. Donc nous sommes toujours à la fois produits et acteurs de notre propre histoire. Donc c'est pour ça que cette question du bégaiement de l'histoire, moi je pense que... Alors, en ce qui concerne le génocide qui est en train de perpétrer Israël à Gaza, je pense qu'il faudra faire de la psychanalyse collective, ce qui n'est pas du tout ni mon champ de recherche, ni mon centre d'intérêt premier. Il y a le grand cinéaste israélien antisioniste Eyal Sivan qui a évoqué déjà la chose suivante, c'est que le fait d'être socialisé dans un pays où on apprend dès le plus jeune âge en Israël que le monde entier déteste les Juifs, que le monde entier est antisémite, et que Israël est la seule réponse légitime face à l'antisémitisme, qu'on apprend que les Juifs se seraient laissés mener à l'abattoir et aux chambres à gaz. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en Israël, tout cet héritage de résistance juive antifasciste, du ghetto de Varsovie, mais pas que, elle est invisibilisée complètement parce que ça perturbe le narratif israélien qui est de dire que les Juifs se sont laissés mener à l'abattoir vers les chambres à gaz, alors que nous, Israéliens, nous sommes désormais acteurs de notre propre histoire et nous ne laisserons plus jamais cela se reproduire. Donc on invisibilise complètement la résistance juive antifasciste, alors que c'est fondamental. Et Eyal Sivan, donc, pour en revenir très brièvement à lui et peut-être proposer un élément de réflexion, estime que le fait qu'il y ait des gamins de 18-20 ans qui, dans un checkpoint ou à Gaza, aient autant de pouvoir sur des vies sur des vies palestiniennes qui par ailleurs sont déshumanisées en permanence, se manifeste de façon perverse une sorte de désir de toute puissance d'incarner à la fois le survivant et le nazi, la victime éternelle et le bourreau, parce qu'on a bien le droit après tout, vu qu'on a tellement souffert. Donc je pense qu'effectivement il y a tout un champ de la psychanalyse collective là, qui serait très important d'ouvrir, mais c'est pas vraiment exactement mon sujet, pas ma spécialité. Je voudrais juste revenir rapidement aussi sur cette question de l'extrême droite qui serait devenu un acteur légitime dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme. Disons que la raison, elle est double. C'est-à-dire que depuis le début du sionisme politique, Herzl, donc le père, l'artisan idéologique de ce sionisme politique, savait que ses meilleurs alliés, que les meilleurs alliés de la création d'un État ethno-racial juif bourgeois en Palestine arabe se trouveraient au sein des extrêmes droites antisémites. Parce que sionistes comme antisémites partagent finalement une convergence d'intérêts. Et elle est très simple. Ces deux groupes sociaux veulent que les Juifs se cassent d'Europe et aillent en Palestine arabe. Voilà. Donc, à partir de là, Herzl avait écrit dans ses mémoires à l'époque que nos principaux soutiens seraient chez les antisémites. Et qu'est-ce qui se passe en fait depuis le 7 octobre ? Eh bien, on voit tous les dirigeants de l'extrême droite, tous les députés de l'extrême droite, prendre passionnément la défense d'Israël et reprendre complètement le narratif israélien du 7 octobre. On aurait te répondre
frontalement, et je te promets que je vais le faire. Je pense que tout ce que tu as dit sur l'antisémitisme à la France Insoumise, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, on ne peut pas sonder les têtes, on ne peut pas sonder les cœurs, et on est tous traversés par différents affects, racistes, antisémites, sexistes, homophobes, etc., contre lesquels il faut lutter, mais personne n'est pur. La pureté militante, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas de dire que il n'y a aucun cadre de la France Insoumise qui a été condamné pour antisémitisme, et donc la France Insoumise n'est pas antisémite. La condamnation, la pénalisation à outrance, je pense que quand on essaye de faire germer une réflexion révolutionnaire, je pense qu'on ne peut pas se limiter à la question de la pénalisation. C'est pas parce qu'on n'a pas porté plainte ou parce qu'on n'a pas perdu de procès contre ceci, contre cela, qu'on est pur. C'est pas vrai. C'est pas suffisant. Par exemple, avant-hier, il y a l'Union des étudiants juifs de France qui nous a, parce que toi, c'est une habitude pour toi, mais moi qui m'a aussi traité littéralement d'antisémite. Pas de faciliter l'antisémitisme en écrivant avec Aurélien Oudéa, non, d'être antisémite. Qu'est-ce que je fais? Je porte plainte. Je porte plainte face à des juges bourgeois qui ne comprennent pas le racisme d'État, qui ne comprennent pas l'antisémitisme. Ça ne veut rien dire. Autre anecdote pour nous faire réfléchir aussi un petit peu. J'étais enseignant avant en Seine-Saint-Denis, et ça m'est arrivé d'être confronté à des jeunes de 16-17 ans qui disaient « Ouais, mais les juifs, monsieur, je pense qu'ils contrôlent le monde, etc., ils contrôlent l'économie, etc. » Qu'est-ce qu'on fait? L'institution scolaire, l'école bourgeoise, on sait ce qu'elle voudrait qu'on fasse, qu'on prenne un petit papier, qu'on fasse un rapport, qu'on l'envoie au rectorat et qu'on flingue la vie d'un môme. Voilà. Point barre. Alors, soit on fait ça et on est c'est ce que la quasi-totalité des collègues font. Soit on fait ça, donc on est content avec nous-mêmes, c'est très très bien, on a suivi les règles et on a lutté contre l'antisémitisme. Ou alors on fait une blague du type, je sais pas, moi j'ai un peu de mal déjà à contrôler votre classe, alors contrôler le monde, ça va être compliqué, pour créer une sorte de rééquilibrage où on puisse discuter des choses. Parce que oui, effectivement, on est tous traversés par les affects racistes. Moi aussi. Et eux aussi, a fortiori, encore plus eux, c'est des gamins. Donc, pour qu'on puisse parler, il faut que, par ailleurs, la gauche renoue avec une tradition anticapitaliste forte pour lutter contre le complotisme antisémite. Je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. C'est tant que le marxisme restera faible, le complotisme antisémite sera fort. Voilà, ça c'est pas plus compliqué. Alors, pour cette histoire de la lutte contre l'antisémitisme serait le parent pauvre de la gauche. Il y a deux acteurs qui disent ça. Il y a, c'était une barbarie purement antisémite, un coup de tonnerre antisémite dans un ciel serein, dégagé de toutes les possessions coloniales. Et c'est ce récit-là qui permet à l'extrême droite de se positionner comme un acteur légitime de la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que précisément, depuis 1967 et un peu après, il y a une instrumentalisation sioniste de l'antisémitisme. Depuis 1967, donc depuis l'accaparement par Israël de nouvelles terres palestiniennes, d'ailleurs pas que, mais là c'est la question palestinienne qui nous occupe ici, pour préserver l'image d'Israël dans le monde, il faut que sa critique soit assimilée à une forme d'antisémitisme. Et là, c'est très pernicieux, ça a pris plusieurs décennies pour s'imposer comme tel, mais désormais, dans la plupart des pays occidentaux, il y a une double hégémonie de ce qu'on appelle ce nouvel antisémitisme, qui assimile toute critique de l'État d'Israël, qu'elle soit modérée ou radicale, comme celle que nous portons avec Courrier et avec tous les autres contributeurs du bouquin, à une forme d'antisémitisme pur et simple. Donc, c'est pour ça que, en fait, Guillaume Erner n'a pas trouvé d'angle pour aborder le double salut nazi de, comment est-ce qu'il s'appelle, Musk. Ce qu'il n'en a pas fait qu'un. Il en a fait deux. Et on a pu dire qu'il envoyait des cœurs à ses partisans, etc. Non, il faut complètement cinglé. Voilà, qu'il est atteint d'Asperger, etc. Donc il n'a pas voulu, donc il ne s'est pas contrôlé, etc. Non, il a fait 2 fois de suite, c'est très très clair. Sauf que, et là où je regrette un petit peu
cette superbe entretien d'ailleurs comment est-ce qu'il s'appelle, Daniel Schneiderman, voilà, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout de la question. Ce qu'il aurait dû dire, moi ce que j'aurais aimé dire à Guillaume Erner à ce moment-là, c'est pourquoi tu n'as pas trouvé d'angle? Parce qu'on sait pertinemment que s'il n'a pas trouvé d'angle, c'est parce que Guillaume Erner est tout à fait conscient que Musk est un ami d'Israël tel qu'il est, pas un ami des Juifs, un ami du régime colonial d'apartheid génocidaire israélien tel qu'il s'exprime depuis 1948 et avec encore plus de force à fortiori depuis le 7 octobre. Voilà. Maintenant, on peut faire des saluts nazis, on peut être complètement antisémite à partir de droite, c'est le bloc bourgeois radicalisé, qui dit en fait que si la France insoumise est nulle sur la question de l'antisémitisme, c'est parce qu'ils ne voudraient pas froisser leurs électeurs des quartiers qui, eux, seraient ontologiquement et essentiellement antisémites, comme tous les Arabes qui têtent l'antisémitisme au sein de leur mère, disait Ben Soussan, voilà, et qui a d'ailleurs été condamné pour ça, sans pour autant que cette idée soit exclue du reste de la société. Donc, on voit bien, encore une fois, les limites de la pénalisation à outrance. Donc ça, c'est une stratégie raciste, évidemment, et on ne faut pas trop s'y intéresser tellement la ficelle est grossière et évidente. Par contre, il y a une deuxième approche, il y a une deuxième catégorie d'acteurs, beaucoup plus fourbes et pernicieux, justement, qui tiennent exactement ce même type de propos. Si l'extrême droite peut désormais être une actrice légitime dans son lutte contre l'antisémitisme, c'est parce que la gauche aurait déserté celui-ci. C'est parce que la gauche aurait abandonné la question de la lutte contre l'antisémitisme que la droite pourrait s'infiltrer et occuper la place vacante. Ça, c'est ce que disent, pardon, ils ne sont pas seuls malheureusement, les juifs et juifs révolutionnaires. C'est ce que dit le collectif RAR, réseau, c'est un acronyme vraiment savoureux qui, en lui-même, prouve bien tout ce qui ne va pas dans sa conception de l'antiracisme. Réseau contre l'antisémitisme et tout le racisme. Cette manière, voilà, d'isoler la forme de racisme antisémite de toutes les autres formes de racisme qui ont toute leur propre historicité, pas que l'antisémitisme, tous les racismes, etc. Bon. Alors voilà, eux vont dire ça. C'est la faute de la gauche. La gauche est nulle sur la question de l'antisémitisme, donc l'extrême droite peut s'y infiltrer. En fait, ce que ça dit surtout, c'est qu'ils ne supportent pas qu'il y ait une gauche conséquente sur la question de la Palestine. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'il y ait un mouvement, encore moins d'ailleurs, c'est qu'il y ait un mouvement décolonial conséquent sur la question de la Palestine, et notamment sur la question fondamentale pour une paix juste en Israël et Palestine, à savoir le droit au retour pour les Palestiniens. S'il n'y a pas le droit au retour pour les Palestiniens, on fait du Jérôme Gage. On dit oui, je suis sioniste, je suis pro-palestinien, je suis pour qu'ils aient un petit coup d'État, là, ici, comme ça fera des bancs tout ce temps, ça sera très bien, puis ils pourront exercer une souveraineté. Mais ils ne pourront pas revenir parce que là, c'est Israël aujourd'hui, et du coup, faut qu'il y ait une majorité juive, faut qu'il y ait une supériorité démographique juive. Sauf que ça, comme ils sont de gauche, et qu'ils investissent nos espaces militants, nos syndicats, et même à la CGT, Jonas Pardo, qui vend à un prix d'or des formations de lutte contre l'antisémitisme, essaie de s'imposer. À Solidaire, pareil. Et au sein du parti politique, c'est la même. Donc ce qu'il faut donc dire, c'est rappeler qui ils sont et ce qu'ils portent et ce que leur silence veut dire. Ils n'ont jamais dit le moindre mot pour le droit au retour des réfugiés expulsés en 1948 et en 1967. Jamais. Pourquoi? Parce qu'avant d'être de gauche, ils sont sionistes. Ce qu'ils préfèrent, c'est le caractère juif de l'État d'Israël plutôt que son attribut supposément démocratique. Donc, c'est pour ça que moi je reparle un petit peu de ça, parce que c'était le cœur de la commande qui m'a été faite pour écrire pour cet ouvrage. Il fallait justement que je dévoile un petit peu en quoi le GFP et Tzedek se distinguent de ces organisations sionistes de gauche qui essayent de se montrer du bon côté de la barricade, antiraciste, anticolonialiste, etc. Sauf pour la question du droit
au retour du peuple palestinien, qui est pourtant fondamentale. Et je termine avec cette question sur la gauche. Qu'est-ce qui permet de distinguer la gauche d'accompagnement à l'ordre bourgeois de la gauche de rupture? Et ben, j'ai envie de citer Youssef Boussouma, il est là, qui parle de preuve pour la Palestine. Et ben voilà, dites-moi quelle est votre position sur la Palestine, et on vous dira justement si vous êtes plutôt gauche d'accompagnement néolibéral type Gage, mais il n'y a pas que Gage, il n'y a pas que des juifs qui soutiennent cette ligne-là de la gauche. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, ou si vous faites partie de la gauche de rupture où il n'y a pas que des antisémites, il y a même des juifs dedans, parce que moi je fais partie de la France insoumise aussi. Moi je trouve que cette question, c'est le résultat et le fruit d'une pensée un peu casse-gueule qui peut déboucher sur des prises de position comme celle qu'on a entendue il n'y a pas longtemps au Parlement européen, dans la bouche d'un eurodéputé d'extrême droite polonais, et qui a interrompu la minute de silence consacrée aux victimes de la Shoah, en appelant à mettre fin, et c'est surtout là, enfin c'est doublement problématique, même si bon, moi je sacralise pas plus que ça les temps de commémoration formels. Par contre, ce qu'il a dit politiquement, c'est très grave, et ce type de réflexion peut mener à cette façon de penser-là. Non au génocide juif à Gaza. Donc là, il y a toute une inversion, il y a toute une bouillie mentale, justement toute une bouillie sémantique sur les juifs, les sionistes, etc. On ne sait plus très bien qui est qui, etc. Donc il y a tout un travail déménage des fils à faire. Et aussi, il faut pointer du doigt qui est responsable de cette bouillie sémantique-là. Et c'est l'État d'Israël lui-même. C'est l'État d'Israël qui a choisi de mettre la Magen David sur son drapeau national. C'est l'État d'Israël qui a installé une sculpture géante, une grande menorah, un grand chandelier juif devant sa représentation nationale. Et c'est l'État d'Israël qui intervient dans les territoires occupés palestiniens au nom de la sécurité du peuple juif, pas au nom des intérêts de la bourgeoisie israélienne ou du peuple israélien. De toute façon, le peuple israélien, ça n'existe pas juridiquement, parce qu'en hébreu, on parle Am Israël, le peuple d'Israël, mais c'est le peuple d'Israël au sens religieux du terme. Donc ça se traduirait plutôt par peuple juif, mais Am Israëli, peuple d'Israël, le peuple d'Israélien, ça n'existe pas. Parce que justement, ils veulent jouer sur cette confusion en permanence entre juifs et israéliens. Donc ça m'emmène dans des considérations que je n'ai pas prévu d'emprunter, mais je pense que, et toi t'en parles d'ailleurs, et peut-être que tu pourrais dire un petit mot là-dessus, t'en parles dans ton chapitre, il me semble. Si on s'oppose politiquement à l'instrumentalisation par l'État d'Israël de la mémoire de la Shoah, parce que personne n'est dépositaire officiellement de cette mémoire. D'ailleurs, nous, à l'UJFP et à Tzedek, on a organisé il n'y a pas longtemps un colloque à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz pour penser le fait génocidaire, et on a fait venir des spécialistes du Rwanda, de la question palestinienne, du génocide des Tsigales, etc., pour que le plus jamais ça s'universalise et ne soit pas capté que par les sionistes, hein, ça c'était très important pour nous. Et bien justement, il y a eu un happening, une action du collectif sioniste de droite Nous Vivrons, touche pas à ma mémoire, avec leur petite pancarte, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui est très important. Et du coup, si on est contre l'instrumentalisation au nom de la défense des intérêts de l'État d'Israël de la mémoire de la Shoah, ben nous-mêmes, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, on ne doit pas faire le lien. Comme l'avait fait d'ailleurs Emmanuel Macron dès 2017, lorsqu'il avait invité Benjamin Netanyahou, comme représentant de on ne sait trop qui, du peuple juif, je ne sais pas, à venir aux commémorations de la rafle du Veldiv, alors que l'État d'Israël n'existait pas, et que ce sont des juifs de France et d'Europe qui ont été déportés et exterminés. Quel est le rapport avec Israël? Donc si on veut lutter contre cet amalgame-là, il faut que, à tous les échelons, en fait, il faut qu'on le fasse. Merci beaucoup. Du sionisme réellement existant, comme j'en parle dans mon chapitre, dans sa manière à parler
aux affects et à nouer des alliances avec les différentes composantes du champ politique occidental. Par exemple, le sionisme a su parler à la gauche, avec certaines gauches, parce qu'il y avait les kibbutzim. Et donc, le kibbutz, qu'est-ce que c'est très, très rapidement? C'est un village où tout est collectivisé. C'est vraiment l'autogestion qui règne, que ce soit sur les modes de production locaux, mais dans l'éducation des enfants aussi. Donc c'est vrai que c'est une expérience intéressante. Sauf que ce qu'on omet systématiquement de dire, c'est que les kibbutzim ont été créés sur des villages arabes détruits en 1948. Deuxième chose, qu'ils occupent une fonction bien précise qui est celle d'avant-poste pour empêcher que les Palestiniens expulsés en 1948 ne reviennent sur ce qui était devenu Israël. Et troisième chose, que les kibbutzim sont profondément racistes, non seulement contre les Palestiniens, évidemment il n'y a pas de Palestiniens dans les kibbutzim, mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de juifs arabes non plus, c'était que pour les juifs européens ashkénazes. Donc, mais ça, voilà. Donc il y a ce mythe du kibbutz qui est savamment entretenu par le sionisme réellement existant, qui a très longtemps, là, moins maintenant, parce que c'est un mouvement qui n'existe plus comme Israël qu'à l'état de folklore, hein, c'est plus aussi massif qu'avant, mais voilà, ça a beaucoup parlé à la gauche occidentale et française notamment. Le sionisme est aussi très fort depuis sa néolibéralisation à marche forcée, qui a été entreprise par Benjamin Netanyahou déjà à l'époque, parce que ça fait très longtemps, ça fait depuis les années 90 qu'il est régulièrement au pouvoir, et c'est lui qui a détruit l'État social israélien. Il y a le mythe de la Startup Nation. Donc là, ça fait écho vraiment avec la néo-bourgeoisie macroniste, voilà, qui, pour des raisons moins avouables que tu as évoquées tout à l'heure, soutient Israël parce que c'est un autre semblable, et puis ça lui permet aussi de déplacer sa responsabilité dans collaborationniste et donc dans le génocide des Juifs sur les épaules des Palestiniens. Donc il faut soutenir Israël. Mais aussi maintenant on peut soutenir Israël parce que quel fleuron de la technologie, il y a le Technion à Haïfa, il y a toutes ces choses-là qui contribuent, les photos, plein de trucs. Et il faut exposer les beepers. Voilà, il faut exposer les beepers. Alors, tout le monde s'émerveille dans autant de technologies, puis ça a évité des bombardements. Il y a eu plein de gamins qui sont mutilés et d'autres qui sont morts. Donc ça, comme c'est des gamins arabes, tout le monde s'en fout. Et il y a aussi une troisième chose, troisième et dernière chose, je pense, moins avouable, mais qui fait que presque toutes les composantes du champ politique français et occidental plus largement aiment bien Israël. C'est qu'il y a ce mythe de l'engagement d'Israël dans la guerre des civilisations et dans son combat contre le djihadisme international. Et donc il y a un ressort profondément islamophobe aussi au fait que de la gauche de droite jusqu'à la droite radicalisée en passant par l'extrême droite on soutient Israël, c'est qu'on considère Israël comme un avant-poste dans la lutte contre le djihadisme international. Et d'ailleurs, je termine avec cette petite anecdote. Quelques jours à peine après le 11 septembre, je crois que les cendres étaient encore chaudes et fumantes du World Trade Center. Ariel Sharon, le Premier ministre à l'époque de l'État d'Israël, appelle Colin Powell, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères en gros, et lui dit la chose suivante qu'il faut vraiment militer. Vous avez Ben Laden, on a Arafat. Voilà, bon, tout est dit, et tout ça, ça articule en fait un soutien inconditionnel avec l'État d'Israël pour plein de raisons différentes, et c'est ce qui nourrit l'impunité dont il bénéficie au sein des classes dominantes bourgeoises occidentales. Ok, alors dans un contexte colonial, quel qu'il soit, c'est le colonisateur qui fixe le degré de violence auquel à la fois sont exposés les colonisés et à la fois celui dont les colonisés vont faire preuve pour participer à leur forme de résistance. Voilà. Pendant longtemps, du côté du sionisme de gauche, on était d'accord pour dire qu'effectivement, quand il y avait des attentats suicides, effectivement, la personne qui portait la ceinture d'explosifs était en pleine possession de ses moyens, donc il savait ce qu'il ou elle faisait, et donc c'était un choix politique de le faire.
Et les sionistes de gauche en Israël, à l'époque, disaient, mais c'est notre responsabilité aussi parce qu'on occupe des territoires. Voilà. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que quand on regarde les réactions des sionistes de gauche aussi bien en Israël qu'en Occident, eh ben, tout le monde s'est approprié le récit suprémaciste sioniste, à savoir, on a tué des juifs parce que juifs. Moi, je cite Jonas Pardo, qui est le cofondateur du collectif Golem, dans un entretien avec Rokhaya Diallo, qui dit comme ça, texto, le 7 octobre, on a tué des juifs parce que juifs. Comme ça. Alors c'est une approche ahistorique, acoloniale, sauf que le problème quand on est gauche, et ce qui est très bien assumé quand on est sioniste de droite par ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas faire comme si ce récit-là n'était pas utilisé comme corollaire de la poursuite du génocide à Gaza. Et c'est pour ça que je parle de schizophrénie, ce que je ne referai plus, parce qu'on m'a tiré aussi un petit peu les oreilles à ce sujet, parce que je parle de schizophrénie dans le sens commun et pas dans le sens médical. Mais c'est pour ça qu'il y a une dissonance cognitive chez les sionistes de gauche, ça s'observe partout, ce qui va être du bon côté de la barricade, je l'ai dit un peu plus tôt, mais ils prennent aussi des positions qui sont celles des suprémacistes sionistes les plus radicaux. Sauf que eux, ils pensent pouvoir dire que, après tout, oui, on a tué des juifs parce que juifs le 7 octobre, mais demander un cessez-le-feu à Gaza. Bah non, ça ne marche pas comme ça en fait. Ça ne marche pas comme ça, parce que quand on participe de la légitimation d'un récit suprémaciste qui vise ensuite à légitimer une guerre génocidaire contre un peuple sous occupation, bah, on fait partie du problème et pas de la solution. Je peux être coupable, alors je peux être doublement coupable, c'est-à-dire que quand on écrit, moi j'ai pas l'habitude d'écrire, on cherche des synonymes, donc armée israélienne, armée d'occupation, et puis de Tsahal, et effectivement, autant j'ai fait très attention à, dans mon chapitre, parler d'otages palestiniens, parce qu'effectivement les Palestiniens sont détenus sous le régime de la détention administrative, qui date du mandat britannique de l'occupation de la Palestine historique, et qui permet d'incarcérer des gens pendant des mois et des mois, même des personnes mineures, même des enfants, des personnes mineures ça ne veut rien dire, même des enfants, sans qu'ils aient d'avocats ni accès à leur dossier d'instruction. Donc, ils sont retenus captifs, donc ce sont des otages. Voilà. Donc ça, c'était intéressant pour moi d'apporter un éclairage sur cette question-là et de montrer finalement que lorsqu'on parle d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, et bien en fait, on est suprémaciste sioniste, quoi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, il faut appeler un chat un chat. Et autant, effectivement, quand j'ai repris l'expression de Tsahal, qui est un acronyme en hébreu pour parler de l'armée de défense, bah ouais, j'ai merdé, quoi. Voilà. Donc je te remercie, je sais que la question vient d'ici, je ne le referai plus. Voilà. Merci. Ah, ça, je te laisserai avoir tout dernier mot, tu vas être plus efficace que moi. Il y a plein de choses à faire et je pense qu'il faut qu'on fasse ce qu'on peut faire déjà nous à titre individuel. Déjà, il faut rejoindre sa section locale de la FPS, sa section locale du mouvement BDS et essayer de convaincre partout, tout le temps, dans les repas de famille, dans nos clubs sportifs, dans le dîner associatif, partout. Il faut toujours parler de la Palestine. Et là, je pense qu'en faisant ça, déjà, je pense qu'en partant du bas, ça peut potentiellement faire lever un petit peu les consciences. Et puis il y a cette bataille sémantique qu'on a essayé aussi de mener avec le bouquin. Il faut qu'on s'empare des mots qui sont des signifiants flottants, qui font peur. Là, quand il y a un camarade un peu plus tôt qui citait Aurore Berger, c'est vrai, quand elle dit, comme Guillaume Erner, et comme tous les sionistes maintenant, ils ont les mêmes éléments de langage, donc voilà, c'est normal, hein. Ils font de la politique. Eux aussi, maintenant, quand on parle de sionistes, c'est un nom de code pour parler des juifs, et quand on parle de génocidaire, c'est un nom de code pour parler du complot juif, comme le protocole des sages de Sion à l'époque. Et ben, bon, ça, faut pas laisser passer ça. Et donc, faut
de la rigueur de caractérisation des termes, parce que quand c'est flottant comme ça, et ben ça permet justement à nos adversaires politiques et encore plus à ceux qui se prétendent être du même camp social que nous, de dire ah ouais mais non mais comme c'est compliqué, je préfère qu'on parle ni de sionisme ni d'antisionisme parce que tu comprends, pour certains c'est ce qu'en dit Alain Soral, pour d'autres c'est ce qu'en dit Zouria Boutelja alors qu'ils ne l'ont jamais lu, etc. Donc non, il faut qu'on mène cette bataille-là aussi des mots. Et puis bah voilà, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut à nos échelles, et puis aussi il faut qu'on emmerde un petit peu nos responsables politiques qu'on aime beaucoup par ailleurs de la France Insoumise pour qu'ils lâchent rien, et même pour qu'ils s'améliorent. Parce que je crois que Mélenchon, une seule fois, il est sorti un petit peu du cadre des accords d'Oslo, il a parlé, puis il a dit que c'était pas le moment, parce qu'effectivement c'est une interview qui date du mois de décembre 2023 ou janvier 2024, donc c'était trop frais, effectivement. Mais la piste d'un état commun, c'est pas négligeable et c'est potentiellement intéressant. Enfin, voilà, il faut mettre la pression pour poursuivre la désionisation aussi de toutes les forces d'émancipation.